On s'intéresse maintenant à la caractérisation mathématique de l'effort de calcul de l'algorithme qu'on va compter en termes de fonctions élémentaires. Donc le but, dans un premier temps, c'est de compter de manière la plus précise possible le nombre d'étapes élémentaires de l'algorithme. Alors il faut aussi reconnaître que certains algorithmes ont un pire cas et un meilleur cas. Peut-être que dans le pire cas, vous avez de la chance, l'algorithme va prendre très peu de temps, mais dans le meilleur cas, dans le pire cas, il va prendre vraiment énormément de temps. Et donc, on va parler de bornes supérieures et de bornes inférieures du temps de calcul d'un algorithme. Okay? Parce que c'est important parfois de se préserver contre le pire cas et aussi parfois d'être optimiste et de dire oui, mais dans le meilleur cas, il peut prendre nettement moins de temps. Et la classe de fonctions qu'on va utiliser pour caractériser l'exécution d'un algorithme s'appelle la classe des fonctions Big O ou grand O. Okay? Et cette classe de fonctions va nous permettre de caractériser de manière, encore une fois, théorique le temps de calcul d'un algorithme. Et on va pouvoir comparer même plusieurs versions d'un algorithme entre eux. Donc la classe des fonctions Big O, qu'est-ce que c'est? On dit qu'une fonction Big O, elle prend toujours un paramètre de type n, okay, mais on pourrait avoir deux arguments. On pourrait avoir une fonction qui prend n et m. Okay. Pourquoi? Parce que n peut par exemple être la taille d'une dimension d'un tableau. Si vous avez un tableau à deux dimensions, ben, m peut être la deuxième dimension de votre matrice, n fois m. Okay. Mais pour faire simple ici, on va caractériser ça comme une seule dimension. Donc vous avez un input, okay, un input qui a une taille de n. Okay. Ça représente la taille de votre entrée de votre algorithme. Et on va essayer de caractériser ça en fonction de la taille de l'entrée de l'algorithme. Okay. Mais ici, la classe des fonctions Big O, c'est simplement des fonctions mathématiques. Okay. On va dire qu'une fonction de n appartient à la classe des fonctions grand O de g de n s'il existe une certaine constante multiplicative c et une valeur n0 à partir de laquelle vous avez cette propriété qui est satisfaite. Pour toute valeur n plus grande que n0, vous avez que la fonction de n est bornée de manière supérieure par votre fonction g de n multipliée par c. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire en pratique, ceci c'est votre fonction f de n. Ça veut dire qu'en pratique, à un moment donné, vous allez trouver ici une valeur n0, telle que au-delà de cette valeur n0, votre fonction g de n, qui a été possiblement multipliée par la constante c, est toujours au-dessus de votre fonction f de n. Alors, en pratique, c'est un peu comme les limites, c'est exactement comme les limites. On va s'intéresser à des n qui sont très grands. On ne s'intéresse pas tellement à caractériser l'algorithme pour des petites valeurs de n. C'est pour ça qu'on dit à partir d'une limite n0, cette propriété est vraie et on est toujours au-dessus. Ok. Donc je reprends la notation. On dit qu'une fonction une fonction f de n étant ou appartient à la classe des fonctions g de n, s'il existe une constante multiplicative c et une constante n0, telle que à partir de n0, donc pour tout n plus grand que n0, si je multiplie ma fonction g de n par c, je suis toujours au-dessus de ma fonction f de n. Ok? Donc, grand O, vous pouvez voir ça comme une classe de fonction qui va nous servir à caractériser la borne supérieure du temps de calcul d'un algorithme. A l'inverse, on peut faire le raisonnement pour la borne inférieure, et on va utiliser la classe de fonction qu'on appelle la classe de fonction ici oméga de g de n. Oméga de g de n, on dit que la fonction f de n appartient à la classe de fonction oméga de g de n. Si jamais vous pouvez, suivant le même raisonnement, borner par le dessous votre fonction f de n, vous voyez, vous êtes borné par le dessous à partir de n0 et pour une constante de multiplicative c. Et donc si vous pouvez trouver une telle constante et un n0 tel qu'à partir de ce moment-là, lorsque vous multipliez c par g de n, vous êtes en dessous, c'est gagné. Vous pouvez dire que votre fonction appartient à la classe de fonction g de n. Alors, de manière graphique, ça se représente comme ceci. Vous voyez bien que ceci, voilà, votre classe de fonction oméga de g de n, c'est bien la classe des fonctions qui va servir à borner de manière inférieure votre fonction f de n. Et vous avez la combinaison des deux, qu'on appellera θ de g de n,
si jamais vous pouvez la prendre en sandwich, votre fonction. Donc s'il existe deux constantes multiplicatives, C1, C2, telles que lorsque vous multipliez G de n, une fois par C1, une fois par C2, et à partir de tout n plus grand que n0, vous avez pris en sandwich votre fonction f de n, alors la classe de fonction f de n appartient à la classe de fonction θ de G de n. Voici ce que ça donne en pratique. Ok? Donc, je récapitule, grand O, c'est pour la bande supérieure, oméga, c'est pour la bande inférieure, et θ, c'est pour la prendre en sandwich des deux côtés à la fois. Voyons quelques exemples de fonctions et voyons comment les caractériser et voir si elles appartiennent à la classe de fonction O de n carré par exemple. Donc si je prends celle-ci, donc si ceci c'est ma fonction f de n, on peut dire que cette fonction f de n appartient à O de n carré parce que je peux trouver c égale 3 et n0 égale 0 tel que c'est toujours vrai. Et on peut vérifier, regardez, je prends n carré, je le multiplie par 3, j'ai donc 3n carré, et ceci est vrai pour tout n plus grand que 0, vu que 0 c'était mon n0. Ben oui, c'est toujours vrai, vu que ici, pour les nombres plus grands, je vais retirer quelque chose. Vous voyez? Je retire 100 fois n et j'ajoute 6. Ok? Donc ça va rester vrai pour les n qui sont plus grands que 1. Ok? Et c'est même vrai pour n égale 0. Lorsque n égale 0, vous avez retiré... Ah non, vous avez ajouté 6. Donc c'est vrai, pardon, pour, ici c'est peut-être pour n à partir de n égale 1. Hop. Exemple suivant. Ceci appartient, cette fonction f appartient-elle à la classe de fonction O de n? Non. La réponse est non, parce que vous ne pouvez pas trouver une constante multiplicative vers n0 telle que ceci est vrai. Pour tout n plus grand que n0. Ok, vous ne pouvez pas trouver ça. C'est impossible. Est-ce que ceci appartient à oméga de n? Donc, est-ce que vous pouvez borner de manière inférieure cette fonction avec la classe de fonction oméga de n? Oui, la réponse est oui. Donc, vous prenez la constante multiplicative 1. Ok, vous prenez n plus grand que 34 et ce sera le cas. Donc, si vous faites ça, vous allez toujours être supérieur. Donc, à partir de n égale 34, vous voyez que vous êtes toujours plus grand que n. Ok, donc là, c'est pour c égale 1. Est-ce que cette classe de fonction appartient à oméga de n carré? La réponse est oui. Si vous prenez n plus grand que 50, ok, vous pouvez voir que ce sera respecté. Et donc, votre fonction ici, voilà, donc si vous prenez à partir de 50, vous allez avoir que vous êtes toujours au-dessus de n carré. Est-ce que ceci appartient à oméga de n cube? Là, la réponse est non. Ok. Ben, c'est assez logique, vu que en fait, vous avez ici une fonction qui croît en n carré. Est-ce que cette fonction a la possibilité d'être toujours au-dessus d'une fonction n cube? Non. La fonction n cube va à un moment donné monter plus vite, ok, que votre fonction n carré. Et donc, c'est l'inverse qui se produit. Elle ne sera pas en dessous de la fonction n cube. Est-ce que cette fonction appartient à la classe de fonction n carré? Et ici, j'ai un θ, donc j'aimerais bien la prendre en sandwich des deux côtés à la fois. Et la réponse est oui, vu qu'on a montré qu'on avait oméga de n carré, et on a montré qu'on avait O de n carré. Donc en fait, θ, c'est la combinaison de O et oméga. Donc si c'était vrai pour O et que c'était vrai pour oméga, alors c'est aussi vrai pour θ de n carré. Et finalement, dernier exemple ici. Est-ce qu'elle appartient à la fonction θ de n cube? La réponse est non. Vu qu'elle n'appartenait pas, vous voyez ici, on a montré qu'elle n'appartenait pas à oméga de n cube. Et comme je l'ai montré, il faut que vous ayez et oméga de n cube et O de n cube pour avoir θ de n cube. Donc la dernière affirmation ici est fausse.